Excusez-moi, vous allez devoir attendre un peu pour voir le petit coup de gorgeon. Mais j'ai préparé un petit topo que je vous propose sur, on vient d'en parler, sur Diogène Petit, qui a été tué le 25 juin 1915 aux Éparges. Précédemment, je vais vous faire un bref résumé, le plus bref possible, de la situation au début, juste avant la guerre 14, et puis ce qui a enclenché, et on passera après à la vie et à la mort de Diogène. Donc, début 1914, la situation internationale est assez compliquée et instable, puisqu'il y a deux systèmes d'alliance. D'un côté, vous avez la Russie, la France, l'Angleterre et bientôt l'Italie, et de l'autre côté, l'Autriche, l'Allemagne et la Turquie. Mais ces deux systèmes d'alliance qui vont être à la cause au départ de la guerre, c'est encore plus compliqué parce qu'à l'intérieur même des gouvernements de ces pays, il y a des dissensions entre ce qu'on appelle maintenant les faucons, c'est-à-dire les militaires qui veulent faire la guerre, parce qu'on leur a donné des beaux jouets, ils veulent s'en servir, et puis les diplomates qui mesurent un peu plus les conséquences d'un conflit et qui essayent de freiner. Malheureusement, le 28 juin 1914, l'archiduc d'Autriche, Ferdinand, est tué dans un attentat, et cet attentat a été causé par des nationalistes serbes. Il faut savoir qu'à l'époque, la Serbie était un pays indépendant, mais en Autriche, c'est-à-dire dans une partie du royaume d'Autriche qu'on appelait la Bosnie-Herzégovine, il y avait des populations serbes. Et souvenez-vous que on n'est pas si loin de ça, en 1980, il y a eu une guerre au Kosovo avec la Serbie, Milosevic, etc. Et on est à peu près dans les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'en Autriche-Hongrie, Bosnie-Herzégovine, il y avait des Serbes, et les Serbes de Serbie disaient « mais ce pays nous appartient », et il y avait des nationalistes qui allaient faire des attentats en Autriche. Et un de ces attentats majeurs, ça a été l'assassinat de l'héritier de l'Empire d'Autriche, et qui, évidemment, a enclenché tout un processus, c'est-à-dire que les faucons l'état-major autrichien s'est lancé dans la guerre, et du fait du système d'alliance, puisque la Serbie était alliée à la Russie. Alors, quand l'Autriche a déclaré la guerre à la Serbie, la Russie a déclaré la guerre à l'Autriche, et comme la France était alliée de la Russie, elle a mobilisé. Du coup, la mobilisation générale, c'est quasiment un acte de guerre pour le pays adverse. Donc, la France mobilise, et du coup, l'Allemagne a déclaré la guerre à la France. Et rappelons comment les choses se sont enclenchées, c'est-à-dire que les armées allemandes, le plan Schlieffen, qui était le plan d'état-major allemand, avait prévu que les armées allemandes allaient traverser la Belgique, pays neutre. Donc les Allemands ont adressé un ultimatum à la Belgique pour que les troupes puissent traverser la Belgique. La Belgique a refusé, les Allemands sont quand même rentrés en Belgique, et du coup, l'Angleterre, qui était très soucieuse de protéger son environnement, parce que si les Allemands entraient en Belgique, c'était les côtes de la mer du Nord, vous pensez bien que les Anglais ne pouvaient pas laisser faire ça, parce que la Manche est étroite, et que s'il y en a un qui contrôle les côtes, ça risque de porter atteinte à la suprématie anglaise dans toutes les mers à l'époque. Donc l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. Et donc les troupes allemandes, suite au plan Schlieffen, traversent la Belgique. Alors, manque de chance, la Belgique, on pensait qu'elle n'allait pas résister longtemps. Mais les troupes belges, bien qu'elles étaient peu armées, mais étant déterminées, ont résisté plus longtemps que prévu aux Allemands. Ça fait qu'ils ont déjà perdu du temps. Et le plan Schlieffen prévoyait
de traverser la Belgique, descendre rapidement le nord de la France et de contourner, d'encercler Paris. Il se trouve que du fait du retard, les troupes allemandes, au lieu de contourner Paris par l'ouest, ont bifurqué beaucoup plus tôt. L'état-major français s'étant aperçu de ce mouvement tournant, et que dans la mesure où il y avait les forces françaises qui étaient établies au nord de Paris, l'état-major français a décidé d'attaquer le flanc de l'armée allemande. Et donc c'est là l'épisode des taxis de la Marne, bon, qui a renforcé les troupes, et les troupes allemandes ont été obligées de reculer. En plus, il y a eu début septembre la bataille de la Marne, où les troupes françaises ont pu bousculer, faire reculer les troupes allemandes. Donc il y a eu, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus fin 14, début 15, il n'y a plus de grandes offensives, sauf que chaque belligérant essayait de monter, les Allemands essayaient de monter le plus rapidement vers la côte pour empêcher le débarquement des troupes anglaises qui a commencé à partir du 23 août. Donc c'est ce qu'on a appelé la course à la mer. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé, je vous ai parlé des premiers poilus de Barly qui ont été tués pendant la guerre 14. Il y a d'abord eu Georges Canda qui a été tué dans l'Argonne, c'est-à-dire un peu à la frontière belge. Ensuite, suite à cette course à la mer, Abel Leroy était à la frontière belge, à Nieuport. Il a été tué là aussi dans un bombardement. Et on a parlé d'Arthur Furn, qui lui a été tué, tous sont morts début 1915, qui a été tué aux Éparges. Et on va s'apercevoir que Diogène Petit était pas loin, il a été tué aussi aux Éparges à peu près un mois d'intervalle. Voilà. Donc ça c'est pour vous situer le contexte. Pour la petite histoire, je vous ai amené le képi de mon papa, qui a été mobilisé en 1915. Si je suis là, ça veut dire qu'il s'en est sorti. Donc, suite à une maladie, tuberculose, etc., on l'a renvoyé dans ses foyers avec son uniforme, et ça m'a permis de récupérer la casquette, la veste et le pantalon rouge. Et je vous ai amené aussi un petit objet visuel, et que peut-être certains ont chez eux. Ceci est l'ouvre-boîte des boîtes de singes, qui faisait partie de la ration du soldat. Le singe, c'était du bœuf bouilli. Cornet de bif. Cornet de bif. Voilà. Et il est marqué sur modèle déposé, le singe. Voilà. Donc, je vais vous parler maintenant de notre ami Diogène. Alors, Diogène, voilà. Lui, il est né à Barly en 1876. C'était quel sujet? Donc il est né le 17 juin 1876 à Barly, donc de Édouard Victorique Petit et Marie Degré. Donc je ne sais pas s'il y a de la famille dans la salle là. Bon, à l'époque le service militaire, les conscrits c'était 20 ans. Donc en 1896, il passe au conseil de révision. Et là, c'est très intéressant pour nous, parce qu'au conseil de révision, non seulement on examine le physique de la personne, mais on lui demande un certain nombre de renseignements auxquels j'ai pu donc accéder, suite à la numérisation des archives départementales et notamment du registre matricule où sont consignées un certain nombre d'informations. Donc il a 20 ans, il n'est pas très grand, il mesure 1m66, il a les cheveux bruns et les yeux bleus. Voilà. Il est domestique. Alors à l'époque, domestique c'était quoi? On peut penser qu'il travaillait à la ferme, il était employé dans une ferme du secteur. Il déclare quand même savoir lire, écrire, compter. Il y avait un certain nombre de niveaux quand il y avait la conscription, et on se renseignait auprès des conscrits quel était leur niveau d'études. Et lui, c'était déjà un niveau tout à fait correct, sachant qu'à l'époque, savoir lire, écrire, compter, c'était déjà pas mal. Donc, par contre,
le conseil de révision remarque qu'il perd ses cheveux. Donc, alors, bon, être chauve, c'est pas forcément un handicap. N'est-ce pas, monsieur? Mais, sans doute qu'il présentait des caractères physiques, disons, un peu maladifs, parce qu'au lieu d'être versé dans l'armée d'active, il a été versé au service auxiliaire. Et les services auxiliaires, dans l'armée, c'était pour les personnes qu'on considérait ne pas être suffisamment costaudes pour tenir le choc dans l'armée d'active, faire les manœuvres et éventuellement aller se battre. Donc, à partir de là, je ne sais pas trop ce qu'il a fait dans l'armée. Il a dû faire son service militaire, mais il était peut-être dans une caserne à distribuer les pantalons, les chaussures, ou à sticker le sol des dortoirs ou des choses comme ça. C'était tout un tas. Dans l'armée, ils ont besoin de tout un tas d'emplois tout à fait ordinaires. Enfin, ils ont pas, voilà. Donc, sachant qu'à ce moment-là, il fait, à l'époque, avant 1913, le service militaire était de 2 ans. Après 1913, compte tenu de la situation internationale que je vous ai décrite, le service militaire a été porté à 3 ans. Donc, étant conscrit en 1896, disons, il a dû sortir théoriquement en 1899. Mais Diogène, disons qu'il avait une vie un peu agitée et il a fait des choses qui n'étaient pas bien. Parce que déjà, en 1897, il fait 4 mois de prison. Parce que, voilà, il a fait des choses qui n'étaient pas à lui. Et puis, il ne s'est pas arrêté là. C'est qu'en 1904, 1 mois de prison pour vagabondage. En 1905, en 1909, en 1911, enfin, vol, abus de confiance, etc. Donc, Diogène, qu'est-ce que vous voulez, hein, ça arrive dans... Voilà. Cela dit, le 1er octobre 1910, à 34 ans, il est passé dans l'armée territoriale. Donc c'est déjà, parce que vous savez, il y a l'armée d'active, et puis la réserve, c'est ceux qui rentrent chez eux après le service militaire, mais qui à l'époque devaient faire des périodes militaires d'une quinzaine de jours, 3 ou 4 périodes militaires, et après ils étaient versés dans la territoriale, c'est-à-dire les soldats qui étaient chargés de garder les voies de communication, les ponts, les passages à niveau, etc. Et donc, en 1910, 34 ans, il est dans la territoriale, il doit être affecté au 14e régiment d'infanterie territoriale, c'est le régiment d'Avesnes-le-Roi. Mais est-ce qu'il y a été réellement ou est-ce qu'il est resté dans une caserne? Ça, malheureusement, je ne peux pas suivre pas les affaires. Toujours est-il que, bien qu'étant dans le service auxiliaire, étant censé ne pas avoir à combattre, le 6 février 1915, suite à un décret de septembre 1914, Diogène est classé dans les troupes actives. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait tellement de pertes. Hein, je vous rappelle, 10 millions de morts, 1 500 000 soldats français morts pendant la guerre 14. Il fallait du sang neuf, si on peut dire. Et Diogène passe des services auxiliaires à l'armée d'active, ou tout au moins dans les troupes territoriales, mais il est placé dans le service armé par la commission de réforme de Beauvais. Périodiquement, il y avait une commission de réforme qui statuait sur le statut des soldats qui étaient soit réformés, soit temporaires, soit ajournés, soit en auxiliaire, pour savoir que s'ils étaient en bonne santé, ils pouvaient peut-être aller au casse-pipe comme les copains. Donc, en 1915, il est affecté au 328e régiment d'infanterie, qui est en position dans la forêt d'Argonne. Et la forêt d'Argonne, c'est là où a été tué Georges Canda, c'est dans ce secteur-là, Sainte-Menehould. Donc, pour vous situer, Amiens c'est là, Bari c'est là, donc il est dans ce secteur-là. Et je vais essayer de vous, si vous avez encore un peu de patience, vous décrire les derniers jours de la vie de ce pauvre Diogène. Donc, le 22 mai, il arrive au 328e régiment d'infanterie, et donc il est affecté à la 19e compagnie, 5e bataillon.
du 24 au... Alors, le lendemain de son arrivée, boum, les tranchées sont bombardées. Ce que je vous dis, c'est par rapport à ce qui est inscrit dans le journal des marches opérations, c'est-à-dire qu'il y a un militaire, souvent un gradé, qui est chargé dans chaque régiment, au jour le jour, de faire le compte-rendu de ce qui s'est passé dans la journée. Donc, le lendemain de son arrivée, bombardement, occasionnant quelques pertes. Je dis, alors, le compte-rendu des pertes, normalement, il devait être dans le journal des marches opérations, mais celui qui l'a rédigé a décidé que ça serait dans une annexe, et malheureusement, ben, l'annexe, elle a disparu. Donc, on ne peut pas savoir exactement le nombre de pertes au jour le jour, mais on sait ce qui se passe. Donc, le 24 au 26, le régiment doit être au repos parce qu'on commence à les vacciner contre la typhoïde. Le 28, ils doivent remonter aux lignes. Alors, il y a disons, le génie de l'armée française qui fait exploser 3 mines sous les lignes allemandes, qui étaient quelquefois à quelques dizaines de mètres seulement. Manque de chance, ces 3 explosions sous les lignes allemandes vont provoquer l'explosion des mines allemandes qui étaient sous les lignes françaises. Donc, compte rendu, 40 blessés. Bon, il y a différentes attaques, mais qui échouent, dit celui qui fait le compte rendu. Ces attaques échouent du fait des tirs des mitrailleuses allemandes. Et effectivement, au début de la guerre, les troupes françaises ont découvert le côté extrêmement meurtrier des mitrailleuses allemandes, qui étaient en nombre bien plus considérable que dans l'armée française. Le 29, donc on est le 29 mai, la 19e compagnie monte en première ligne. Donc les soldats, ils ne restaient pas toujours en première ligne, la première tranchée qui est face à l'ennemi. Au bout de quelques jours, si c'était possible, on les relevait, ils passaient en deuxième ligne, puis il y en avait qui prenaient la relève, etc. Des deux côtés, on échange des bombes et pétards occasionnant quelques pertes. Le 31, l'unité est relevée, on en profite pour continuer les vaccinations. Ben oui, voilà, la vie continue. Le 3 juin, une centaine d'hommes arrivent en renfort. Ben oui, il faut bien remplacer les pertes qui ont eu lieu précédemment. Le 5 au soir, le régiment est soumis à un bombardement d'obus à gaz. Alors, celui qui fait le compte-rendu toujours dit « Les hommes sont incommodés et un sous-lieutenant indisposé. » Et on l'envoie à l'arrière à l'hôpital. Donc, ça n'avait pas été trop terrible. Pas comme il s'était passé à Ypres, où il y avait eu des milliers de morts du fait de l'utilisation des gaz par les troupes allemandes. Donc, mais dans la nuit du 8, donc les mouvements de troupes se faisaient généralement la nuit pour éviter les tirs des ennemis. Donc le 8, les troupes sont retirées et mises en arrière, donc ils vont à Verdun, dans un cantonnement près de Verdun. Et le 17 juin, c'est-à-dire il reste quelques jours pour se remettre de leurs émotions, et le 17 juin, donc on arrive près de la date fatidique, le régiment prend position dans le secteur des Hauts-de-Meuse, c'est-à-dire les Éparges. Les Éparges, c'est un des hauts lieux des combats de la guerre 14, où il y a eu pas mal de morts. Il y a un plateau, et donc ça permet que celui qui arrive à accéder à la cime, au sommet, ben, il peut tirer sur les troupes adverses qui sont plus bas. Donc c'est une position stratégique plus favorable. Alors là, je vais vous lire quand même ce qui est marqué dans le compte-rendu pour ce jour-là, parce que ça rend bien compte de l'horreur, si vous voulez, de ces combats. Hein. Donc, le secteur est bombardé assez sérieusement, dit le commentateur, et lorsque les hommes prennent leur poste, ils constatent... Ça va bientôt, j'arrive. Lorsque les hommes prennent leur poste, ils constatent que de furieux combats s'y sont livrés. On rencontre des cadavres partout dans les parapets. Les parapets, c'était le bord des tranchées. Il y avait des... Bon, vous voyez, au fond, partout et au fond des tranchées. Le sol du plateau est chaotique. Il n'y a pas 1 mètre carré intact. Les obus ont littéralement labouré le sol. Une partie de la tranchée de première ligne est éboulée et inoccupée. Cette tranchée est, paraît-il, remplie de cadavres. Voilà la situation quand ils arrivent, et les ordres sont « faut tout remettre en état » pour qu'ils puissent continuer à combattre dans les meilleures conditions possibles. Donc vous vous rendez compte, le type de travail
qui pouvait s'effectuer compte tenu du nombre de cadavres qui pouvaient être un peu éparpillés partout. Alors, le 18 juin, les travaux se poursuivent, pas sans perte. Parce que, alors, les travaux, ils avaient lieu la nuit pour ne pas attirer l'attention de l'ennemi, mais la nuit du 18, ceux qui travaillent, tout d'un coup, ils sont éclairés par un projecteur allemand, et évidemment, les Allemands tirent de mitrailleuses, etc. Donc, une mitrailleuse tue 2 hommes et en blesse un 3e. Le 19, les lignes françaises sont à nouveau bombardées par de l'artillerie lourde et légère, ainsi que par de grosses bombes. Bon, les grosses bombes, c'était ce qu'on appelle les mortiers, en fait. Voilà. L'ennemi renforce son réseau de barbelés et des officiers et des hommes sont tués ou blessés, dont un infirmier. Voilà, ça c'est pour le compte-rendu des journées du 18 et 19. Et le 20 juin, jour où il est indiqué dans les documents que Diogène a été blessé, le compte-rendu du GMO fait état d'une journée relativement calme, ce qui n'empêche pas le rédacteur de signaler que le régiment montre de l'activité, bombes et feux d'infanterie pour retenir l'attention des militaires, etc. Donc il y a eu une activité militaire, mais il ne fait pas état de perte. Alors, est-ce que Diogène a été blessé le 20 précisément, ou est-ce qu'il aurait été blessé le jour d'avant, ou le temps de le ramener dans les lignes et tout, etc. Bon, il y a un certain nombre de points d'interrogation qui se posent. Toujours est-il que le pauvre Diogène, il est quand même blessé, et dans le registre matricule, on donne le détail de ses blessures, donc je ne vais pas manquer de vous en faire part. Donc, plaie musculaire profonde au-dessus du coude. Bon, écrasement de la malléole externe. Bon, c'est la malléole, c'est la cheville. Et, plus important, plaie musculaire de la fosse iliaque par éclat d'obus. La fosse iliaque, c'est là. Donc, on peut supposer qu'il a une blessure au ventre, et vous savez comme moi que les blessures au ventre, dans de mauvaises conditions de soins, ça peut s'aggraver assez rapidement. Et il est possible que ceux qui ont dit plaie musculaire, en fait, ça ne soit pas le muscle qui soit atteint, mais que l'éclat d'obus soit rentré plus profondément et évidemment atteint les viscères, ce qui est assez dommageable. Donc, Diogène décédera des suites de ses blessures le 25 juin 1915 à l'hôpital militaire de Verdun. Voilà ce qu'on peut dire sur, disons, la vie et la mort de Diogène. Bon, alors, il n'a pas eu une vie très exemplaire, certes, mais on peut quand même considérer qu'il a droit à notre respect compte tenu de sa mort. Voilà. Merci. Donc j'ai quelques documents. Alors pour ceux que ça intéresse, ça c'est une carte qui montre la situation du front. Il faut savoir que Barling n'a jamais été occupé par les troupes allemandes en 14, mais Amiens l'a été. Donc, et le front, il n'était pas très loin, puisque Péronne, c'est pas le bout du monde. Toulon a été, il y a des Allemands à Toulon.